Ok, bonjour tout le monde. Je me présente, donc Fabien Lamarque, je suis développeur slash tech lead slash consultant, ça veut tout dire et rien dire, à Bordeaux. Euh, j'ai écumé pas mal d'équipes en arrivant à Bordeaux, 4 précisément, et j'ai remarqué le même pattern chez tout le monde, c'était une volonté de faire des revues de code, et pour moi il manquait beaucoup de choses dans les revues de code qui étaient faites dans ces équipes-là. C'est-à-dire qu'elles résolvaient certains problèmes, mais elle coûtait cher en temps, en organisation, et elle ne remplissait pas exactement le mandat pour lesquels on avait choisi de faire une revue de code. Du coup, en partant de là, je me suis dit, bon, je vais faire une petite présentation un peu sans trop de fioritures, sans vidéo, sans rien, sur juste comment je vois, moi, les revues de code, comment, quand je vais voir des nouvelles équipes, comment je vois comment je relis leur code, et, euh, et comment on s'organise, pour éviter de sombrer dans les mêmes défauts que je retrouve un peu partout. Rapidement, qui parmi vous pratique des revues de code dans ses équipes déjà? D'accord, ok. Du coup, ce que je vais faire, c'est que ça, je vais vous présenter ma manière de faire, ok, avec les défauts, les avantages que ça a. À la fin, on aura un peu de temps pour poser des questions sur comment on s'organise et peut-être si vous avez fait des choix d'organisation, j'ai bien envie que vous les expliquiez, par exemple. On a choisi de faire comme ça. Ça permettra peut-être d'animer, d'avoir un petit débat à la fin sur comment les autres, ceux qui ne pratiquent pas à l'heure actuelle la revue de code, ce qu'ils peuvent prendre, piocher un peu, chacun, chez les uns, chez les autres. Globalement, ce qu'on voit, c'est que les équipes commencent à faire des revues de code quand ils ont mal. Dr Code, bon, c'est le pseudo d'Arnaud Bailly, je ne sais pas si vous connaissez, c'est un développeur fonctionnel. Généralement, les équipes vont se retrouver au bout d'un moment à avoir des problèmes de régression. Plus du code, et je ne sais pas si vous avez assisté à la présentation d'Arnaud Lemaire ce matin, mais vous voyez que le nombre de features développées en fonction du temps commence à diminuer et qu'au fur et à mesure du temps, on développe de plus en plus lentement, on introduit de plus en plus de bugs et les évols deviennent de plus en plus durs. Globalement, là on se dit merde, mes développeurs, ils produisent, ils écrivent des bugs. Comment je fais pour que moi, en tant que tech lead, je m'assure qu'ils arrêtent d'écrire des bugs? Là, je me dis, je vais relire leur code. C'est un peu la démarche naturelle. Et même dans les équipes qui ne font pas de l'agile, il y a ce réflexe-là de dire, je vais aller vérifier ce qu'ils ont écrit. Un des problèmes qu'on a, ça peut être de faire monter en compétence les développeurs. Vous avez votre startup, vous êtes CTO, vous avez développé le cœur de l'application. Maintenant, vous voulez intégrer des gens avec vous pour vous aider. Et vous vous rendez compte qu'ils ont du mal à monter en compétence, à s'approprier le code et le domaine. Après, il y a un truc. D'ailleurs, je ne vous ai pas demandé, vous arrivez à voir même ceux du fond, là, ce qu'il y a écrit ou pas? Ok. Un truc, ça paraît bête, mais la fonctionnalité telle qu'elle est demandée, il arrive souvent que le développeur la code et que ça coïncide pas du tout avec le besoin exprimé. C'est-à-dire qu'en fait, il y a eu une incompréhension, une erreur de communication à un moment donné, et les deux interlocuteurs, les deux entités ne sont pas compris sur ce qui était demandé. Donc ça fait partie des choses qu'on retrouve souvent. Les perfs s'écroulent. Bon, ça c'est un classique, mais effectivement, vous avez du PLSQL dans du code, machin, ou vous avez un ORM Hibernate qui marche super bien, et d'un coup, il y a quelqu'un qui développe un truc et vous vous rendez compte que les perfs s'écroulent et que vous faites 500 requêtes à la minute. Et globalement, de manière générale, on peut dire que la qualité du code diminue parce que l'entretien du code, le développement de nouvelles features prend de plus en plus de temps. Ça, c'est les symptômes qu'on retrouve très très souvent chez toutes les équipes. Enfin, c'est rare de trouver une équipe qui, au fur et à mesure du temps, n'a pas de baisse de productivité. Donc en partant de là, tous ces problèmes-là émanent du code. Donc la solution, c'est de se dire, tiens, on va relire le code les uns des autres, et on va essayer de trouver ce qui ne va pas. Donc qu'est-ce que c'est la revue de code? C'est tout simplement l'analyse et la relecture du code source. Tout simplement. Les vertus de ça, c'est principalement du coup de faciliter l'apprentissage et de renforcer la propriété collective du code. Le but, c'est que chaque partie du code source soit manipulable par les uns et par les autres dans l'équipe. Un autre avantage de ça, c'est surtout de faciliter la communication autour du code. C'est-à-dire qu'il y a toute une sémantique, un domaine à maîtriser et
Et faire de la revue de code, ça va vous permettre justement de communiquer sur le code et de partager le même vocabulaire. Donc maintenant, on se pose la question de quand est-ce qu'on va faire cette revue de code. La réponse, c'est évidemment après que le code soit écrit. Est-ce que ça vous paraît naturel, ça, ou... En fait, pas forcément. La revue de code peut se faire en même temps que le code est écrit, après, a posteriori, une semaine, 2 semaines, 2 mois après. Mais les pratiques est plus ou moins bonne selon le choix que vous choisissez, enfin ce que vous choisissez de faire. Parce que la revue de code, avant tout, c'est un feedback. Le but, quand vous pratiquez la revue de code, c'est de donner un feedback à celui qui l'a écrit sur l'implémentation qu'il a choisi de faire, sur le nommage, sur tout un tas de choses qui concernent son code. Et le but, c'est de le faire progresser. Alors, j'avais vu une statistique, mais c'était dans un article, c'était pas sourcé, qui disait que le ROI était de 4 pour 1. C'est-à-dire qu'en fait, 1 heure passée à faire une revue de code, ça pouvait empêcher 4 heures de correction de bugs au moment où le truc était déployé. Le principe, c'est que si vous trouvez le bug à la revue, vous allez éviter le temps de déploiement, le temps de se remettre dedans, le switching contexte et tout ça. Et le but, c'est d'anticiper ça au maximum. Et le but premier, c'est bien évidemment d'arrêter de livrer des bugs. Du coup, ceux qui ont vu la présentation d'Arnaud, là, il y a plein de choses en commun avec ce qu'a dit Arnaud ce matin. C'est-à-dire qu'en fait, ce qu'on veut, c'est obtenir un feedback sur ce qu'on a écrit. À partir de là, il y a plusieurs manières d'avoir des feedbacks. On peut avoir un feedback tout seul. Peut-être qu'on n'a pas besoin de quelqu'un d'autre. Et peut-être que toute l'équipe peut nous faire un feedback. De la même manière, en fait, le feedback peut être synchrone, c'est-à-dire au moment où vous écrivez le code, ou de la même manière peut être asynchrone, c'est-à-dire plus tard. Okay. C'est pour ça que quand je vous dis que la revue de code n'est pas nécessairement après, c'est surtout que si vous vous mettez en synchrone en pair programming, c'est déjà une forme de revue de code. Et ça, c'est très important parce qu'en fait, ça a énormément de vertus, le pair programming, mais la boucle de feedback étant la plus rapide, la plus courte possible, vu qu'elle est instantanée sur l'écriture du code, elle permet d'accélérer le plus possible la vitesse de développement. Okay. Globalement, alors du coup, je les ai listés, c'est un peu une liste à la Prévert des techniques, mais effectivement, l'IDE et la compilation, le fait d'avoir un système de typage, c'est une forme de feedback. Je ne sais pas si vous faites du JS de temps en temps sans TypeScript, mais typiquement, avoir une erreur au run, bah voilà, c'est un feedback qui repousse qui est plus long de quelques minutes. Avoir un sonar qui tourne sur sa machine pour avoir une analyse statique et statistique de votre code, c'est aussi une forme de feedback, qui n'est pas du coup instantané, mais avoir un linter, effectivement, ça vous permet d'avoir un petit peu des informations sur ce que vous produisez. Et alors, si vous partez en vacances, vous avez une branche sur une feature et que vous revenez au bout de 2 semaines et que vous revoyez ce que vous avez écrit précédemment, c'est aussi une forme de feedback parce que vous dites ok, j'ai écrit ça, pourquoi je l'ai écrit, ça me paraît pas normal, ce nommage il n'est pas cohérent parce que j'arrive pas à me remettre dedans et je comprends pas pourquoi je l'ai écrit. C'est aussi une forme de feedback. Je pense que la majorité d'entre vous, parce que c'est ce que je vois le plus souvent, on est ici là, dans la revue de code, on est sur quelqu'un qui relit votre code après qu'il soit écrit. Je ne sais pas si c'est le cas, mais c'est ce que je vois le plus souvent pratiquer. Et il y a quelque chose qui se fait de plus en plus, et qui est un peu marginal pour l'instant, c'est les mob review. Donc là, le principe, c'est de se mettre à toute l'équipe. Donc si vous êtes 6 développeurs, vous allez dans un bureau et vous dites, telle feature, elle est complexe, on va tous se mettre autour de la table et on va essayer de regarder qu'est-ce qui va pas, et on va partager les bonnes pratiques comme ça. Ok ? Et au final, la dernière, c'est du coup le mob programming. Donc là, on se met à 6 autour de la table, le clavier il tourne tous les quarts d'heure, et on code la story. Donc ça peut permettre, il y a plein d'avantages à faire ça, mais effectivement, si votre but c'est de partager la culture, la connaissance du code, c'est vraiment sur ces deux pratiques-là, même la mob review of code, que vous allez avoir le plus d'impact.
Après, j'ai un petit Rex à faire. J'ai travaillé du coup il y a de ça 3 ans dans un des projets agiles les plus vieux en France, qui avait commencé il y a 12 ans, qui s'appelle SMO, qui est le système de gestion des chaînes et des épisodes et des séries télé pour Canal+ Outre-mer. Et du coup, c'est un projet qui s'est fait en agile depuis le début, avec une très forte conviction sur le craftsmanship, sur la qualité du code. Du coup, le code est nickel, quoi. Enfin, on peut l'imprimer et se rouler dedans, ça ne salit pas, quoi. On était 2 développeurs sur le moment. Et voilà, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a une story, on devait développer le flux, enfin on devait transformer la data pour être envoyée au satellite, pour être envoyée dans les décodeurs. C'est-à-dire qu'en Afrique, ils captent Canal+, ils n'ont pas Internet. C'est-à-dire que si vous ouvrez les vidéos à la demande au Sénégal, c'est pas vraiment des vidéos à la demande, c'est que le satellite, il vous a envoyé un flux vidéo de 10 heures, le disque dur dans le décodeur a enregistré les 10 heures, et en fait vous avez le choix que parmi les 10 heures enregistrées dans le décodeur. Voilà, ils arrivaient à faire de la vidéo à la demande en 95, les mecs. Et du coup il a fallu toucher à ça, quoi. Donc ce qui s'est passé, c'est que moi j'étais jeune développeur, j'ai commencé à coder. Une petite évolte, genre un truc, il fallait qu'on change les matchs de foot, qu'on mette le vrai titre, plutôt que juste écrire football. C'était un peu nul comme titre de programme quand on zappait. On voulait mettre vraiment le nom du match, quoi. Le problème, c'est que ça a été vachement plus tordu que ça, parce qu'effectivement, l'encodage du flux vidéo par un satellite, c'est un bordel monstre. Parce que du coup, le satellite peut envoyer que des flux vidéo, donc il faut chiffrer de la data en XML dans un flux vidéo. Du coup, donc c'était un bordel monstre. Mais bref, il y avait une petite story, un petit update à faire, machin. Je commence à le faire. Et puis je le fais pas au bon endroit, les tests m'aident pas trop parce que ils n'ont pas l'argent pour envoyer un satellite de pré-prod. Les mecs, ils sont pas pratiques, quoi. Du coup je passe une semaine à faire un truc, je me rends compte que ça marche pas, j'efface tout, je recommence, et je me rends compte que j'ai un impact en fait partout. J'ai un impact dans la base, machin, je dois le faire remonter l'info, j'ai besoin de modifier toute la stack technique et 3 applications différentes. Bordel monstre. J'arrive à le faire au final au bout de encore 2 semaines, donc 3 semaines pour développer toute ma story. Et je pousse, ça marche, trop bien. Le client est super content parce qu'il a une super feature qui était un peu tordue, on a mis du temps à la coder, mais finalement il est content parce que quand il zappe, il y a bien écrit Saint-Étienne PSG. Sauf que, en fait, arrivé le week-end, pour une question de décalage horaire, un truc, c'est un truc vraiment idiot, mais il y a tout qui plante. Mais quand je dis tout qui plante, c'est que genre, le flux vidéo est plus lisible, le flux data est plus lisible. C'est-à-dire que l'utilisateur au Sénégal, il a plus sa grille de programme, quoi. Il a encore les chaînes qui arrivent, mais il n'a plus de description, il a plus de... Ça implique une merde monumentale. Genre un truc partout. Le décodeur, il est censé enregistrer en live les séries, les matchs pour pouvoir les proposer en replay. Il n'y a rien qui marche. En fait, il y a eu une revue de code à ce moment-là. Mais la revue de code a été faite en 15 minutes. La quantité de code impacté, il devait y avoir 50 fichiers, il devait y avoir 1000 lignes modifiées. Et 15 minutes après, le tech lead m'a dit « Ouais, mais c'est bon, j'ai regardé, tout va bien, on valide ». Dans notre truc de pré-prod qui testait un peu vaguement avec nos pseudo-tests d'intégration, ça marchait, mais il n'y avait pas de, comme je disais, de satellite de pré-prod, donc on ne pouvait pas vérifier que ça marchait vraiment. Et du coup, il a fallu corriger le bug. Et finalement, le bug était hyper facile. On l'a corrigé en une demi-heure, on l'a poussé en prod. Le week-end d'après, ça marchait, quoi. En fait, là où on s'est bien loupé, c'est que une revue de code, ça ne devrait pas prendre 20 minutes ou 15 minutes. Le but, c'est pas juste de parcourir le code source de haut en bas et de se dire « Ouais, ok, ça me semble bien, ouais, d'accord, ok, il a nommé ses variables un peu correctement, d'accord. » Le premier feedback, on a fait un post-mortem et le premier truc qu'on s'est dit, c'est que cette revue de code-là, elle avait servi à rien. Vraiment, il y avait un bug et la revue de code n'a pas trouvé le bug, donc la revue de code a été mal faite.
Deuxième truc qu'on s'est dit, après au sein de notre équipe, c'est que moi j'aurais dû demander du feedback plus vite. C'est-à-dire que sur 3 semaines de code, j'aurais dû tous les 3 jours aller voir mon tech lead et dire regarde ce que j'ai codé, est-ce que je vais dans la bonne direction ou pas. Et déjà rien que ça, il m'aurait sauvé la première semaine où j'étais parti complètement orthogonalement à ce qu'il fallait faire. Et ensuite, 2 semaines de code à relire, c'est beaucoup trop long. Si vous avez déjà fait l'essai, mais relire 1000 lignes de code et essayer vraiment de comprendre ce que c'est, ça demande 1 ou 2 jours de travail. Selon la complexité du code, mais là c'était du code vraiment tordu qui était difficilement testé en intégration. Et en fait, il aurait fallu vraiment s'investir. Et moi, en tant que développeur, j'aurais dû découper ça en petits morceaux et demander un feedback sur des petits morceaux de code unitairement avant de demander justement de tester, de valider l'ensemble du truc. Du coup, dans les équipes que j'ai vues qui pratiquaient la revue de code, tout le monde a... Enfin, chacun faisait ça un peu à sa sauce, mais j'ai remarqué un tas de problèmes qu'on retrouve un peu partout. Le premier truc que veulent faire les devs en arrivant, c'est se dire « Ok, quel outil on choisit pour faire des revues de code ?» On fait de l'agile, le but c'est de ne pas avoir d'outils si on n'a pas besoin. Donc si vous voulez faire de la revue de code, vous vous mettez à 2 derrière un PC, vous relisez le code. Vous n'avez pas besoin d'utiliser... Enfin ça c'est si vous êtes colocalisé évidemment. Mais si vous commencez à vous dire « Ok, on va installer tel outil, machin, on va utiliser TFS parce que sur TFS on peut... » Partez du plus simple. Si vous voulez commencer à faire des revues de code chez vous, c'est beaucoup plus simple d'utiliser un outil, de se mettre face à face, relire le code. Vous parcourez les commits un par un et vous vous dites voilà, ok, ça a été fait ça, ok, je relis, pourquoi tu l'as fait, ok. Et à 2 face à l'ordinateur, vous allez être capable plus facilement de communiquer pourquoi le code ne va pas. Un des défauts que je vois, c'est souvent des discussions qui commencent sur des outils. Je ne sais pas si vos revues de code, vous utilisez des outils comme GitHub ou ce genre de choses. Ouais. En fait, il y a souvent des débuts de débat. Genre, ah mais moi... Enfin, j'aime pas, t'as fait un singleton et j'aime pas les singletons, c'est pas comme ça qu'on code, machin. Ouais, mais dans ce cas-ci, ça s'y prête bien et tout. Oui, mais j'ai dit pas de singleton. Si vous êtes en live, la discussion elle est réglée en 3 minutes, quoi. Vous vous mettez d'accord, il y a un consensus qui s'installe et vous choisissez ou pas de corriger le problème. L'outil, généralement, il impose du coup un délai. Il me dérange à crier à côté. L'autre mauvaise pratique que j'ai vue, alors ça c'est une grande équipe de e-commerce française bordelaise qui a fait ça. Eux, ils se sont dit, ok, nos développeurs c'est un gros tas de connards, on leur fait pas du tout confiance, ils codent très très mal. De toute façon c'est les moins chers du marché, on sait pourquoi ils sont là. Et du coup, eux, ils se sont dit, non mais en fait on a des bons développeurs, les bons développeurs on va les prendre, on va les sortir des équipes, on va les mettre dans une équipe toute seule. Ils seront 30 dans l'équipe et ils vont relire le code de tout le monde. Et ça, du coup, c'était une idée bien naze quand même. En fait, ils se sont retrouvés à sortir tous les bons devs des équipes, forcément. Du coup, les bons devs accumulaient beaucoup de frustration. Enfin, ça, à la limite, c'est anecdotique, mais juste, ils n'aimaient pas leur travail. Enfin, c'est anecdotique, c'est pas moi qui le dis, hein, c'est dans le contexte de l'e-commerce. Et surtout, en fait, à relire du code toute la journée, ils se retrouvaient à le faire finalement hyper superficiellement. C'est-à-dire qu'ils passaient sur les commits comme ça, ils lisaient le code, ils descendaient le truc, et globalement un fichier de 500 lignes, c'était 1 minute 30 de lecture, quoi. Et du coup, ils passaient, ils en lisaient 10, ils disaient « Oh, ouais, ok, ça me va, tac », ils validaient. Pour le PLSQL, c'est pareil. Mais du coup, les procédures stockées, ça avait des impacts en base phénoménal. Et s'ils avaient mesuré le nombre de bugs trouvés après la revue de code, ou avec ou sans la revue de code, ils se seraient vite rendu compte qu'ils ont une équipe de 30 mecs qui sont bons, enfin, par rapport à leur TJM, machin, c'est les TJM les plus chers qu'ils ont, et ils apportent 0, quoi. Enfin, 0 valeur ajoutée, ils trouvent aucun bug en faisant ça. Donc, et l'autre truc, c'est que du coup, tu avais une boucle de feedback énorme, parce que comme il n'y a pas de test, on se retrouve à dire, je code ma feature, je la pousse, j'attends qu'elle soit validée, donc ils ont à peu près 2 semaines pour la valider, et je fais mon front, j'attends 2 semaines qu'il soit validé,
Et puis dans 2 semaines, j'aurai peut-être l'info de si les deux vont bien ensemble, se branchent et si ça se connecte, quoi. Vous imaginez du coup la boucle de feedback énorme pour le développeur qui passe plus de temps à attendre que la revue de code soit validée qu'autre chose. Donc ça, c'est très très mauvaise idée, ça. Faites-le jamais. Fausse bonne idée, systématiquement avoir l'expert relire le code du débutant. Ça paraît une bonne idée de base, c'est se dire bon, pour les nouveaux, on va essayer de vérifier qu'ils ne fassent pas de conneries, on va les fliquer un peu. On se retrouve souvent, en fait, si on part de ça, l'expert, il va se retrouver à... Parce qu'un junior, ça produit vite. Généralement, ça ne prend pas le temps de se poser et réfléchir à ce qu'il est en train de faire. C'est un jugement de valeur complet. Mais, et globalement, l'expert, il va se retrouver à passer la majorité de son temps à relire du code, à donner du feedback, plus ou moins efficacement, et il n'y aura pas nécessairement une amélioration de la qualité de code. Donc, c'est important aussi dans votre équipe de faire en sorte que les débutants ensemble se relisent le code. C'est-à-dire que c'est pas déjà, si vous faites bien des revues de code, ça devrait permettre aux débutants de trouver des bugs les uns avec les autres, mais surtout, ça va leur permettre de communiquer entre eux, de travailler ensemble. Et votre expert, expert, tech lead, le mec le plus expérimenté de l'équipe, il sera peut-être capable de coder ou de pair programmer, d'avoir plus de temps pour faire ce qu'il a à faire. Voilà. Donc voilà, l'autre truc, c'est que voilà, faites des revues de code entre vous, c'est pas une personne qui relit le code de tout le monde dans l'équipe. Et alors les fausses bonnes idées, c'est réécrire le code des débutants. Ça, je ne sais pas si vous l'avez vu aussi, mais un nouveau qui arrive dans l'équipe, il fait un truc mal. Bah, il a poussé son truc mal à 18h. Je le relis à 19h. Je me dis, ah, c'est vraiment de la merde. Je réécris tout. Je pousse par-dessus et quand il arrive, son code, c'est plus le même et du coup, il n'a pas appris. Donc, ça, super mauvaise pratique. Le but, c'est vraiment d'expliquer ce qui ne va pas. Ça peut prendre du temps, il faut peut-être l'expliquer plein de fois, mais il faut que ce soit le junior, enfin il faut que ce soit le développeur, l'auteur du code qui le réécrive. C'est comme ça qu'il prend les bonnes pratiques aussi, c'est que si on lui écrit ses tests unitaires, il ne va pas savoir les faire tout seul. Donc, fausse bonne idée, réécrire le code. La logique, c'est de se dire que celui qui a écrit le code, il la corrige lui-même. C'est écrit vachement petit. Ok. De quoi il ne faut pas parler en vue de code? Je vois beaucoup, pareil dans les endroits où on fait mal des revues de code, je vois beaucoup de discussions sur l'indentation. Se dire, bah, oui, alors l'accolade, tu l'as mis au début de la ligne, enfin moi j'aime pas, je préfère la mettre à la fin de la ligne précédente, tout ça. Ça, c'est pas des sujets de revue de code, c'est des sujets où toute l'équipe se met d'accord, vous l'automatisez, vous partagez les fichiers de settings d'IDE où vous partagez ça. Mais ça ne doit pas être un sujet de débat, quoi. Jamais. Vous faites un git hook, vous pouvez faire un git hook aussi, un truc qui va automatiquement indenter juste avant de commit. Mais si ça arrive en revue de code, des erreurs comme ça, c'est que vous êtes planté quelque part. Donc typiquement, amélioration continue. Si vous avez ce genre de sujet qui reviennent en revue de code, c'est que ce n'est pas automatisé, alors que c'est un truc qui est hyper facilement automatisable. La même chose, organisation des imports, c'est le même sujet, quoi. Genre supprimer les imports automatiques, tous les IDE le font. Si vous avez un IDE, si vous codez en Haskell, je ne peux rien faire pour vous. Les questions, donc ça c'est ce que j'appelle l'idéologie, quoi, de dire j'ai telle préférence dans le code, je préfère faire comme ça, plutôt qu'autre chose. Essayez de limiter ça au maximum. Mettez-vous d'accord sur un standard et faites en sorte que votre code soit cohérent. Une fois que votre standard est défini, que vous avez défini et capitalisé quelque part le standard, donc en mode... Là, j'ai pris l'exemple des streams plutôt que des boucles. Je ne sais pas si c'est quelque chose que vous comprenez, ça va le faire. Typiquement, si vous dites on ne fait pas de stream parce que ça ne nous plaît pas, vous le mettez quelque part et c'est capitalisé. Et du coup, les devs, quand ils arrivent dans l'équipe, ils ont quelque part la liste de votre standard de code et c'est ça qu'il faut appliquer partout. Il ne faut surtout pas commencer à s'engueuler sur des sujets comme ça de moi, je préfère ça plutôt que ça. La revue de code, le but, c'est pas d'avoir des débats. Le but, c'est de trouver des bugs. Et avoir des streams plutôt que des boucles, ça corrige pas de bugs. Bon, sauf si vous avez fait des trucs vraiment tordus dans des streams, c'est possible. De la même chose, Vaver, ça pue la mort. Vaver, c'est une librairie Java. Bon, bref.
commencer à avoir des discussions sur tel framework il est mieux que d'autres, c'est pas une bonne idée. De la même manière, pourquoi il y a, enfin, on peut reprocher à quelqu'un d'avoir commencé à utiliser une nouvelle librairie alors qu'on en utilisait déjà une autre quelque part. Ok. Par contre, commencer à avoir des débats sur quel framework est le mieux en se répandant dans les commentaires, ça amène rien et ça corrige pas de bugs. Et après, bah, voilà, du coup, commencer à parler de design pattern et goût sur qu'est-ce que vous voulez faire. Tout ça, en fait, c'est le même thème. En fait. Vous vous mettez d'accord en équipe sur un standard de code, et une fois que le standard est écrit, c'est là-dessus que vous pouvez itérer. Évidemment, il bouge le standard, selon qui il y a dans l'équipe. Mais vous vous référez au standard, et la revue de code, ce n'est pas un endroit pour débattre. Mais du coup, qu'est-ce qu'on peut regarder dans une revue de code? En fait, il y a plusieurs trucs. Le plus important, c'est celui-là. Et bizarrement, c'est un truc qu'on ne voit pas souvent. À la revue de code, vous devez valider que ce que la story doit faire est bien fait. Alors, je ne sais pas si c'est un truc que vous faites, vous, ou si plutôt vous relisez le code, mais vous devez déployer le truc sur votre machine et vérifier que ça se branche et que ça fait bien ce que ça fait, quoi. J'ai trop souvent vu du code qui était poussé et qui allait jusqu'en prod. Et en fait, en prod, on avait une erreur 500 débile qu'on aurait vue si on avait testé et qu'on avait déployé sur la machine. Mais ça, c'est le plus important. Donc, à la revue de code, vous devez valider fonctionnellement ce que ça fait. Parce que la boucle de feedback est plus rapide. Si vous dites juste, bon, je pense que ça devra marcher, et que vous laissez le product owner valider, peut-être qu'il validera qu'après-demain, il faut repousser la boucle de feedback encore de 2 jours. Donc, peut-être que votre rôle, c'est juste vérifier le cas passant, mais c'est au moins de vérifier ça. Ensuite, là, moi, c'est ma checklist à moi. Hein. Donc, j'ai une petite checklist, et quand je regarde du code, je note si ça correspond pour chacun des aspects. Mais effectivement, vous l'adaptez comme vous voulez. Conformité au standard de code d'équipe, donc ça, j'en ai déjà parlé. Le but, c'est... Voilà, on a défini telle règle, donc à gauche j'ai ma page standard et je vérifie que ce qui est produit, ça correspond à ce qu'on a dit. Qualité, expressivité, présence des tests unitaires. Il y a des tests unitaires, on sait à quoi ils servent dans l'équipe. Il faut s'assurer qu'ils testent bien, que la couverture de code est suffisante. Pardon. Et ensuite, est-ce qu'on pourrait lire l'énoncé du test et est-ce qu'on pourrait comprendre ce que fait fonctionnellement l'application? Ensuite, on peut s'intéresser au nommage. Est-ce que les méthodes sont bien nommées? Et après, je ne vais pas trop en parler, vous savez ce que c'est. Design de l'application, bon, ça peut être un peu plus pointu, c'est dire est-ce que le fonctionnel de la feature est bien retranscrit dans son architecture? Enfin, est-ce que le design pattern utilisé est justifiable ou justifié? Typiquement, si c'est du MVC, bon, on n'a peut-être pas besoin de passer sur cette étape-là, mais ça vaut le coup de se dire, est-ce que le design pattern qui a été utilisé là, il est valable ou pas? Après, on peut passer sur les performances. Bon, après, moi, typiquement, ça, je le fais que, surtout quand il y a des appels en base de données, je vérifie que les appels ne sont pas faits dans une boucle ou ce genre de truc. Ça peut être très simple de ce niveau-là. Et après, je l'ai oublié. Et du coup, il y a effectivement regarder les bugs. Donc là, si on est sur du langage non typé, alors regardez si on peut avoir des NPE ou des erreurs de typage de ce genre-là. Alors, du coup, niveau temporalité, on en a un peu parlé. C'est important de se dire que faire une revue de code, ça prend du temps et ça demande de l'investissement cognitif. C'est-à-dire que relire du code qui n'a pas été écrit par vous sur une feature que vous n'avez pas bien compris, ça peut vous demander beaucoup de temps. Il faut, quand on est dans le flow et qu'on écrit son truc, c'est hyper bien, c'est architecturé, machin, vous voyez bien comment ça découle. Si c'est quelqu'un d'autre qui l'a fait, c'est super dur de comprendre comment les méthodes s'appellent entre elles et qui a besoin de quoi. Donc, il ne faut pas hésiter à s'investir, à passer du temps là-dedans. J'estime, pareil, encore mon truc, mais qu'il faut passer entre 10 et 25% du temps de dev à faire la revue de code. Si on veut que ça serve à quelque chose. C'est-à-dire que s'il a fallu une journée à coder la feature par un développeur, il faudrait passer au moins 2 heures pour regarder ce qui se passe. Ça, c'est si le mec n'a pas trop galéré, quoi. Mais après, s'il a galéré pendant une semaine pour faire l'équivalent d'une journée de travail, c'est qu'il n'a pas demandé de feedback assez tôt.
Mais globalement, voilà, faut vous dire que ça doit prendre du temps et ça doit être pénible. Ça ne doit pas être possible de passer une journée à faire de la revue de code. Normalement, c'est hyper pénible de faire de la revue de code. Si vous devez tout comprendre, pourquoi, comment et qu'est-ce que ça fait, ça devrait être très dur. Du coup, vous ne pouvez pas dire je vais y passer une journée et ça va être facile. Et vous ne pouvez pas vous dire jeudi, je vais faire la revue de code de toute l'itération précédente. Donc, moi, je calcule à peu près à 300 lignes de code en comptant les classes de code et les classes de test. En 1 heure à peu près. Et au bout d'1 heure, je fais une pause. J'ai besoin de beaucoup de pauses. Après, j'ai conscience que ça paraît pas beaucoup, mais j'estime qu'il faut s'investir dedans, il faut y passer du temps pour que ça en vaille le coup. En fait, si vous passez juste lire le code, regarder rapidement le nommage et regarder un petit peu à quoi ça ressemble juste en vue commit sur GitHub par exemple, vous allez louper tous les bugs. Vous n'allez pas être capable de trouver qu'il y a un bug fonctionnel. Donc voilà, il faut s'investir, il faut y passer du temps et c'est comme ça qu'on arrive le plus tôt possible à trouver des bugs. C'est un bon truc ça. Demandez-vous, ceux qui font de la revue de code, combien de bugs vous trouvez par revue de code. Est-ce que vous en trouvez vraiment ou est-ce que vous trouvez des trucs du genre c'est mal indenté ou ta boucle elle est mal faite ou... Enfin voilà. Posez-vous ce genre de questions parce que cette pratique elle paraît naturelle et en fait elle est souvent mal mise en pratique. Après il y a toute une notion sur donner le feedback. La manière de communiquer est hyper importante mais être à deux derrière l'écran pour regarder le code de l'un de l'autre c'est beaucoup plus efficace pour avoir un feedback, pour expliquer qu'est-ce qui ne va pas dans le code que de communiquer par mail, par exemple. Si vous écrivez un mail avec quelqu'un pour dire ce qui ne va pas, ça peut paraître franc, brutal, agressif. Du coup, à deux, c'est beaucoup plus convivial, c'est plus sympa et surtout, on explique beaucoup mieux. Quand il y a une légère incompréhension, c'est plus facile de revenir dessus tout de suite plutôt que de dire « je t'ai envoyé un mail hier, tu corriges ça ce matin ». Donc évidemment, on est dur avec le code, très dur, et on est doux avec les gens. C'est le Legoless Programming, je ne sais pas si vous connaissez, c'est tout un ensemble de règles qui définissent. Voilà. On n'est pas le code qu'on écrit. Voilà, je sais que je ne suis pas parfait, le code que j'écris n'est pas parfait, et si le code que j'écris est naze, c'est pas moi qui suis naze. Voilà. Du coup, ça c'est un peu un truc de hippie, mais on est dans une conférence d'agile, donc ça passe bien, mais cette notion de feedback, elle est importante. Et j'insiste sur le fait de le faire en live plutôt qu'en utilisant un outil, parce que la montée en compétence se passera mieux. Si votre but c'est de faire monter en compétence un junior, par exemple en lisant son code, en lui expliquant ce qui ne va pas, vous allez être beaucoup plus efficace en live qu'en lui envoyant un mail. Après, qui corrige, on en a parlé, c'est l'auteur du code qui corrige. Le top, c'est de corriger en binôme. Parce qu'effectivement, moi ça m'est déjà arrivé de dire c'est pas ça qu'il faut faire, corrige-le, il repousse un commit, il me renvoie un mail en disant c'est bon, c'est prêt, et en fait il n'a pas du tout compris ce que je lui avais dit. Donc typiquement le côté communication, le fait d'être à deux derrière le PC et d'aller corriger son truc là, donc c'est lui qui écrit et c'est moi qui lui explique ce que j'imagine, ça permet de gagner quelques heures sur le temps de développement de la feature. Le temps que ça fasse, qu'il finisse de l'écrire, s'il bloque un peu, que je la relise, qu'il machin. Donc n'hésitez pas à faire ça. Alors, du coup, je suis allé super vite. Je peux proposer à ceux qui voudraient essayer de faire des revues de code, qu'est-ce qu'il faut mettre en place pour commencer les revues de code dans leur équipe, là maintenant, tout de suite. Quand vous allez sortir d'ici, bon, vous allez aller voir d'autres confs et ce soir vous irez picoler. Mais lundi, ce que vous pouvez faire, c'est commencer à faire une mob review. Mob review, c'est donc se mettre tous sur la table et regarder le code qui a été produit pour une feature. Le but de cette première réunion, ça va être de se mettre d'accord sur le standard de code de l'équipe. De dire, ok, alors ces trucs-là, je les aime pas. Ces trucs-là, on veut bien, ok. Et vous listez comme ça tous les trucs qui vous bloquent dans la feature que vous avez relue en équipe. Une fois que vous avez ça, il est évident que vous ne pouvez pas tout nettoyer partout. Genre, si vous dites, bon, bah, voilà, c'est telle manière, on a telle manière d'écrire des tests, vous ne pouvez pas vous dire, bah, ok, on va aller partout, on va tout corriger. Non, mais par contre, pour les évolutions futures,
Et pour les nouvelles features à développer, vous allez utiliser ce standard-là. Et petit à petit, c'est boy scout rule, vous allez nettoyer votre code pour le mettre au standard et pour avoir un code cohérent partout. Le but de la première mob review, donc, c'est ça, c'est d'aligner toute l'équipe sur les pratiques de dev. Okay. Une fois que ça c'est fait, on peut commencer à faire des revues de code une fois que les features sont écrites. Du coup, pour les revues de code, je n'ai pas assez insisté. Le pair programming, c'est une forme de revue de code synchrone. C'est-à-dire que la revue est faite au moment où on l'écrit. Donc là, le cycle est hyper rapide et ça permet de faire monter en compétence beaucoup plus vite que juste avec une revue de code asynchrone. Donc, essayez d'en faire le plus possible. Même essayez de faire que ça si vous pouvez, mais tout le monde n'est pas d'accord. Ce que je conseille aux gens, c'est de dire, vous commencez la journée, enfin, une fois que vous avez fait votre stand-up par exemple, vous faites 1 heure de pair programming. Le but, c'est de débuter une user story, par exemple, vous pouvez dire, je vais débuter toutes les user stories en pair programming avec le tech lead pendant 1 heure, et une fois que le truc est lancé, qu'il a vu un peu ce qu'il fallait faire, on le laisse en autonomie. Ça peut être une manière de faire. Vous pouvez faire du pair programming ponctuellement sur du code legacy, du code un peu du genre du code qu'on voit des fichiers vidéo sur des satellites, quand il faut trouver des bugs tordus, ou du code complexe, voilà, parce que le domaine est compliqué. Tout ça, c'est des situations où en fait un junior en autonomie, ou même un senior, mais quelqu'un qui est en autonomie là-dessus, il va se casser les dents, il va y passer beaucoup de temps, ça va être frustrant et ça va pas être une expérience cool de coder. Et ça devrait être une expérience cool de coder. Du coup, faire un peu de pair programming pour le lancer, ça permet de faciliter énormément le onboarding et puis le développement de la story. Après, revue de code tout le temps. Le but, c'est que tout code qui soit écrit soit relu. En fait, j'ai mis tout le temps, mais pas tout le temps. La seule fois où vous n'avez pas besoin de faire de revue de code, c'est quand vous avez fait la story en pair programming, vu qu'il y a eu la revue de code en live, évidemment. Et le mob programming, alors là, on se retrouve et on écrit une story, ou alors on se retrouve pour relire, pour faire une revue de code. Moi, je conseille de faire ça 1 fois par sprint, 1 fois pour commencer, pour mettre en place les standards de l'équipe, et ensuite, à utiliser autant de fois qu'on veut, parce que c'est sympa, en plus c'est agréable comme réunion, c'est pas souvent qu'il y ait des réunions agréables. Quand il y a des nouvelles technos, si vous voulez vous mettre une nouvelle librairie, un nouveau framework dans votre langage, c'est bien de faire ça en équipe, plutôt que de laisser quelqu'un tout seul et puis dire, une fois qu'il a fini de le coder, au bout de 2 semaines, je vais relire ton code, mais moi j'ai jamais fait d'ASCII-Dog, donc je ne sais pas ce qu'il a fait, mais ça marche. Du coup, nouvelle technologie en mob programming tous ensemble, 2 heures au bureau le vendredi après-midi. Des standards de code. Typiquement, si en revue de code, il commence à avoir une discussion houleuse sur moi je préfère tel design pattern, hein, mais moi je trouve pas ça clair, vous pouvez dire non, c'est pas le moment, par contre on en parle en revue d'équipe, et tous ensemble on se met autour de la table, on pèse le pour et le contre, et on dit on prend ça ou on prend pas ça. Comme les standards de l'équipe vont évoluer, c'est important de garder ces moments-là conviviaux pour échanger là-dessus sur les bonnes pratiques. Et ensuite, sur le code critique, voilà, si vous avez du code qui est hyper, pas forcément qui est complexe, c'est bien aussi de travailler là-dessus avec toute l'équipe. Comme ça, si le sachant qu'il a écrit passe sous le bus, au moins il y a une expérience collective de travail là-dessus. Ok. Et c'est tout. Est-ce que vous avez des questions ou des remarques? Est-ce que c'est une aberration de dire que la revue code, c'est pas fait pour trouver les bugs? C'est-à-dire qu'on peut, dans la checklist, Ouais. chercher, il y avait plein de choses, il n'y avait pas à trouver les bugs. Ouais, j'ai oublié de l'écrire. En fait, on fait le cas nominal, on vérifie que par ailleurs tout est bien, mais trouver le bug, Alors, trouver le bug, il faut mettre plus de tests, faut faire autre chose, mais en revue code, c'est quasi impossible. En- Donc, je n'estime pas capable de trouver en lisant du code un dysfonctionnement. justement, en fait, le dysfonctionnement, c'est pour ça qu'il est cher. C'est qu'il faut que tu te comprennes pourquoi c'est appelé avec tel paramètre, il faut que tu t'investisses dedans. Et effectivement, tu fais passer le cas nominal, enfin, tu déploies le truc sur ta machine et tu regardes que le cas nominal fonctionne. Tu peux faire un peu de monkey testing à côté. Le but, c'est juste de rajouter une couche de feedback dessus.
S'il y a un cas tordu que tu pouvais pas trouver, tant pis. Mais par contre, il y a pas mal de problèmes que tu peux trouver quand même parce que tu as testé le truc que lui, il n'a pas testé, parce que tu as créé... Le réflexe aurait été d'augmenter la base de test. Plutôt que de relire finement, en gros, je regarde pas finement si ce n'est pour Ouais. le code ou autre chose. Par contre, peut-être dire, ah là, il a peut-être pas pensé à ça, je vais faire le cas test auquel il n'a pas pensé. Et finalement, c'est la machine qui va trouver le bug. C'est pas moi. C'est pas en relisant le code, mais c'est plutôt en le sollicitant. Si tu écris un test unitaire? Ouais. Ouais, mais après, si Moi, je trouve qu'effectivement, vous avez cette même réflexion, c'est un peu ambitieux de se dire, déjà, quelque part, dans le code, juste lire le code. bah, justement, en fait, je trouve qu'en relisant juste le code, tu trouves jamais de bug. Très rarement. Et du coup, je te dis, si le... Je suis d'accord, mais par contre, on peut le voir, alors, lire le code avec le coverage, avoir la couverture. Et voir, et lire les tests surtout, ça c'est Ouais. important. Et voir si, effectivement, dans les tests, ça nous semble complet, sensible, on est passé partout. Trouver deux, ça me semble un petit peu. Bah, en fait, si ta logique, c'est pas de trouver le bug et juste de vérifier la qualité de code... Enfin, vérifier que tout a été mis en place pour que le bug apparaisse au passage de Ouais. Mais après, le but, c'est aussi de relire la feature telle qu'elle est demandée et de la tester manuellement dans le navigateur si tu fais une web app et de dire, OK, peut-être qu'il n'a pas pensé à tel use case parce qu'on peut venir de cet écran-là depuis un autre écran avec des infos, tu vois, et de faire un peu de monkey testing. Ouais, c'est plus vraiment Bah, en fait, le but, c'est d'avoir le but, c'est d'avoir le feedback sur ce que tu as écrit avant. Si tu attends la livraison ou la démo pour le voir, t'es fucké parce que tu as commencé 3 autres stories depuis et puis voilà. Ouais. Ouais, tout à fait. Ouais, bah après, du coup, faut remonter. Egoless programming, c'est aussi être humble et se dire, j'ai pas compris. Et alors, autant un développeur junior, enfin moi en tant que junior, j'osais pas dire que j'avais pas compris. Et du coup, typiquement, j'ai fait la revue de code de tel mec et puis il part en vacances et il y a un bug et il faut le corriger. Et ça devient la panique parce qu'en fait, je comprends pas vraiment ce qui s'est passé, quoi. Donc typiquement, oser dire je sais pas, j'ai pas compris. Un expert, le tech lead aura tendance à le dire au développeur parce qu'il trouve ça légitime. Il dira bah c'est que ton code est pas clair en fait. Dans l'autre sens, c'est plus dur. Donc là, il faut faire de l'éducation avec les développeurs et dire bah c'est normal, enfin c'est pas normal de pas comprendre. Si vous comprenez pas, ça vaut le coup de le relire ensemble le code. Ouais. C'est aussi pour ça que des juniors devraient. Enfin, c'est hyper tranché le truc entre confirmé, tech lead et junior. Je veux pas faire de. Mais les gens moins expérimentés, entre eux, devraient pouvoir se dire bah, je comprends pas ce que tu as écrit et ça a de la valeur. Le but, c'est voilà, que le code soit maintenable. Et... Deux questions en fait. Ouais. La première, c'est comment le faire passer à la hiérarchie. Il y en a qui ne sont pas nécessairement convaincus que de mettre deux développeurs derrière un PC a de la valeur sur le long terme ou même sur le court terme et que au contraire, il faut paralléliser un maximum. Bah, le même argument. T'amènes béton sur le boulot. Bah, le même argument que je sors à chaque fois, c'est pas ton boulot, c'est le mien. Mais bon. Mais Je voulais voir s'il y avait d'autres arguments. non, mais il y a d'autres trucs à dire. Mais effectivement, le fait d'avoir une boucle de feedback plus rapide, le fait de, enfin voilà, travailler à deux, ça fait monter en compétences beaucoup plus vite. Ça empêche des bugs. On a une intelligence collective qui est plus efficace que 2 fois machin. Globalement, c'est plus rapide de pair programmer. Il y a des statistiques, tu peux montrer des trucs, voilà. Ça paralysent plein de choses. Ça paralysent de compréhension, de revue de code, de compréhension de produit. En fait, ça ne paralysent pas la création de features,
Mais ça part. Ça réalise d'autres choses Ouais. qui apportent beaucoup plus de valeur que deux mecs qui te repartent faire la meilleure ensemble. Et puis il y a l'autre truc, c'est qu'avec avec quelqu'un qui va essayer des trucs, ça va pas marcher parce qu'il va copier-coller du code d'une classe, du code d'une autre classe, il va regarder, ça se branche pas, machin. En fait, il va chercher quoi, il va essayer plein de trucs avec quelqu'un avec lui qui est capable de lui dire non mais attends, la logique c'est de faire un test. Ok, on fait un test d'acceptance black box et après en outside-in, on diminue le scope du test en faisant des mocks jusqu'à arriver au cœur du domaine. Et là, paf, en fait, on allait tout droit et c'est fait en 1 heure. Et typiquement, lui montrer l'exemple de comment on fait ça plutôt que tatillonner et essayer de mettre des boucles if à des endroits pour que ça marche, ça permet de faire monter en compétences. Et ça permet de gagner beaucoup de temps sur le temps de dev, surtout. Pour les chefs, un autre bon argument, c'est que tu vérifies que les deux travaillent réellement. Ils sont pas en train de chercher avec les copines ou sur Facebook. Non, mais c'est bien, mais quand même que le moral du truc est dans le truc, parce que je sais pas, si tu fais comme ça ton élan pour faire ton équipe, tu peux pas lui dire, si tu fais des trucs bizarres, tu peux pas lui dire, mais t'es sûr que tu dois faire ça 2 fois, bah oui, je vérifie, c'est un boulot, t'es embauché. Donc, c'est aussi la responsabilité des devs, de dire, on me dit des fois, ouais, mais les TU, j'arrive pas à le rendre non plus. Mon code, sinon t'as pas de code, c'est pas négociable. C'est pas négociable. Voilà. Voilà, si tu dois, c'est quand même faire la programme, tu fais faire programme, dis pas si qu'est-ce qu'on fait comme ça. C'est ça. Ça. C'est ça. C'est ça. La seconde question, c'était comment j'ai déjà vu, on l'a déjà reproché, je ne sais pas si c'est un piège ou pas, mais d'envoyer du code trop rapidement pour attendre la review, justement, et finalement baisser un peu en termes de concentration lors de la première écriture, parce que je sais qu'il va y avoir des quotas pour me rattraper. Enfin, je l'ai plutôt vu ça, c'est-à-dire il y a beaucoup de... Moi je trouve ça très bien, je dis c'est très bien, c'est excellent. On m'a dit non, c'est pas bien, pour ça j'aimerais bien avoir un avis extérieur, à savoir, j'écris un code, il n'est pas fou, je le donne à relire, il me dit non voilà ça va pas, je le réécris, etc. Il y a plein d'allers-retours comme ça. Et moi on m'a dit non mais il ne devrait pas y avoir autant d'allers-retours, il devrait y en avoir un, peut-être deux maximum. Mais tu vois, c'est encore le truc de l'agile, le fameux vaut mieux des interactions que des outils, des process. Typiquement, nous, quand on avait des nouveaux dans l'équipe, on leur disait, mais écris tes tests d'abord, t'écris l'énoncé du test, t'écris le given when then, si tu peux, tu m'appelles, je viens le relire, et puis je te dis ce que j'en pense. Et en fait, une fois que le mec il a fait ça, bon, bah, tu es confiant que ton test, le code va pas être trop mal, il va écrire le minimum, machin. Une boucle comme ça, c'est quoi? À relire un test unitaire, c'est pas grand-chose. Par contre, tu es sûr que tu commences à voir où est-ce qu'il va écrire sa méthode, comment il va essayer de l'implémenter, ce genre de choses. Donc typiquement, pas avoir d'outils, ça permet cette flexibilité-là, cette agilité, de se dire, là, j'ai un doute, je ne sais pas si je vais dans le mur ou pas, je ne sais pas si c'est le chemin le plus rapide, je ne sais pas si ça va marcher tout court, je ne sais pas. Je veux un feedback. Et typiquement, la revue de code, tu ne devrais pas avoir besoin d'attendre que la story soit terminée, forcément. Tu peux te dire, je vais demander juste du feedback sur ce que j'ai écrit là maintenant. Moi, ce que je faisais, je faisais un test unitaire, une fonction, j'envoyais, je disais alors qu'est-ce que t'en penses. Et bon, au bout de la 10e fois, on m'a dit non mais arrête, appelle-moi quand la feature sera finie. Ouais, après, moi je préfère. J'imagine, ouais. Est-ce que c'est plus ou moins une bonne chose d'être en demande comme ça de feedback un peu continuellement? Ou est-ce que c'est plutôt au contraire Le problème, c'est que là. Pour les correcteurs, pour les reviewers? Le problème, c'est que comme c'est asynchrone, si tu dois attendre que tu aies un retour, un feedback pour commencer à travailler, toi ça te bloque. Et du coup, si tu veux pas être bloqué, ton tech lead il est obligé d'interrompre sa tâche pour relire ton code. Donc lui, du coup, ça lui fait du context switching tout le temps. Donc il faut juste se mettre d'accord sur quel est le niveau de fréquence de... Voilà. Non.
Alors, ouais. La revue de code asynchrone, c'est juste c'est un palliatif, quoi. Voilà, t'as pas de morphine, alors tu prends de l'héroïne et puis et ça pique, quoi. Mais du coup, voilà, faites du pair programming de préférence. Ok. Pas d'autres questions? Très bien. Bon, bah, merci beaucoup.